En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous où nous continuerons notre petit feuilleton autour du livre du père Laurent Morin sur le pays ruffécois et qui s'appelle Le Ruffécois, Histoire et Patrimoine en Nord-Charente aux éditions La Geste, que nous avons déjà parcouru dans la presque préhistoire, au néolithique, grâce à l'émission sur les dolmens et les tumuli. Et là, nous sommes à Verteuil. Tout le monde connaît Verteuil en Charente. Et puis si vous ne me connaissez pas, je vous invite franchement à venir avec le père Laurent Morin qui va nous parler de l'endroit où nous nous trouvons et à partir de votre livre notamment. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Michel, bonjour à chacun, chacune. Oui, nous sommes ici au cœur de Verteuil sur un bras de la Charente puisque à Verteuil, la Charente se divise en plusieurs bras, laissant une grande île qui va être à la fin du Moyen-Âge l'île des Cordeliers, on y reviendra plus tard. Mais ici, nous sommes vraiment à l'origine de l'installation humaine à Verteuil. Alors, Verteuil avait été déjà une cité, peut-être petite, mais une cité à l'époque gallo-romaine. On a découvert par exemple une statue de Cernunnos, le dieu de la chasse chez les Romains, ici à Verteuil lors de travaux vers l'an 2000. D'accord. Alors, on va décrire un peu où nous sommes. On ne va pas rester trop longtemps ici parce qu'il y a pas mal de circulation. Nous sommes sur le pont qui enjambe la Charente avec le petit moulin avec son écluse, on va dire. Et puis, en toile de fond, le château magnifique qui était la propriété jusqu'à il y a peu de temps, quelques mois, des La Rochefoucauld. Et puis, de l'autre côté, si on tourne le dos au château, eh bien on continue la rivière, on aperçoit des petits lavoirs et plus loin dans le fond, l'église de Verteuil que nous visiterons en fin d'émission. Et là, vous nous amenez où avant que nous reprenions le chemin au pied du château? Vous nous emmenez où? Eh bien justement, je vous propose de parler de ce château, et notamment de ses origines, qui remontent au XIe siècle. Donc c'est un château construit ici depuis 1000 ans. Pour en parler, on peut peut-être descendre un petit peu. Oui, on va descendre parce qu'en fait, c'est magnifique. Tout a été très bien restauré. Et ce que je disais en préparant l'émission au père Morin, c'est que dans différents endroits de Charente que nous avons la joie de parcourir pour cette émission, eh bien, on a des aspects de la France en général et que là, on pourrait se croire à certains endroits en Provence. Mais nous sommes bien en Charente, dans ce lieu absolument magnifique. Là, on descend la petite passerelle qui nous mène du pont sur ce petit sentier de gravier blanc avec le moulin juste à côté de nous. Oui, le lieu a beaucoup de charme. Il est apprécié notamment des Charentais et de touristes qui viennent d'un peu partout et aussi d'Angleterre, d'autres pays. Il est fréquent d'entendre parler un peu différentes langues, l'anglais et d'autres langues ici à Verteuil. Alors, un mot peut-être sur les origines de ce château. Absolument. Voilà, alors ce château, malheureusement aujourd'hui, actuellement, il ne se visite pas, il ne se visite plus. C'est un peu dommage. On pouvait y voir les bases du donjon trouvées dans les années 1950. Vraisemblablement, donc, le premier donjon du XIe siècle. Le site était un site donc fortifié, qui est repéré dans les vieilles chartes de l'Angoumois et qui déjà appartenait à la famille de La Rochefoucauld. Donc 1000 ans avec la même famille propriétaire de ce château. Et ce château, donc, il va bien sûr marquer non seulement la paroisse de Verteuil, mais les environs, mais je dirais l'ensemble de l'Angoumois, puisque nous sommes vraiment ici avec une place forte, avec donc le castrum du XIe siècle. On voit aussi, lorsqu'on descend dans les sous-sols de ce château, les bases non seulement du donjon, mais aussi de la chapelle castrale, de la chapelle du castrum du XIIe siècle. C'est une chapelle romane, on voit l'abside, on voit les piliers, qui sont tout à fait révélateurs donc de cette époque, de cette construction romane. Et le château a eu une grande importance, notamment pendant la guerre de Cent Ans, même déjà auparavant avec la présence de Richard Cœur de Lion,
qui était présent sur ces terres du centre-ouest, qu'il avait, on va dire, annexé, puisque c'était le fils d'Aliénor d'Aquitaine, avec plus tard, bien sûr, le mariage de son frère, Jean Santerre, avec Isabelle d'Angoulême, Isabelle Taillefer. Dont on a parlé dans une précédente émission. Bien sûr, lorsque nous étions chez elle, dans son château, dans le palais Taillefer, dans le centre du vieil Angoulême. Et donc, avec déjà une implication ici sur Verteuil, donc avant et pendant la guerre de Cent Ans, puisque Verteuil, on a les chroniques de l'époque, les chroniques du XIVe siècle, étaient un enjeu de pouvoir. Les Français et les Anglais, donc les Plantagenets et les Capétiens, se disputaient cette place forte qui commandait la Charente, qui passe ici, donc l'axe nord-sud un peu, puisque la Charente ici est souvent un axe nord-sud avant de tourner pour aller vers l'ouest. Donc le commerce de la Charente, le transport par la Charente, mais aussi c'est le verrou du sud du seuil de Poitou. Donc toute la communication entre le bassin parisien et le bassin aquitain se faisait traditionnellement sous l'Antiquité, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et encore de nos jours, avec la RN10 et la LGV, par ce seuil du Poitou. Et là, nous sommes au sud du seuil du Poitou, donc un lieu verrou à contrôler et à prendre, ce qui a été le cas donc à la guerre de Cent Ans. Oui, alors on est vraiment à la frontière et à la charnière de ces deux grandes régions du bassin parisien dont vous parliez et de l'Aquitaine. C'est ça. Et cela, eh bien, ensuite s'est manifesté au moment, notamment au XVIe siècle, des guerres de religion. Puisque là encore, Verteuil va se trouver au centre des conflits. Il ne faut pas s'imaginer forcément les guerres de religion comme des guerres intestines entre des partisans d'une foi chrétienne et d'autres, entre catholiques et protestants dans un village. Ce sont des troupes extérieures, des troupes soit protestantes, soit catholiques, qui viennent faire la guerre sur ces terrains et prendre ces terrains qui sont des enjeux de pouvoir, qui sont des enjeux de conquête pour avoir le plus de terres possible. Et là, il y avait à Verteuil un relais considérable, la famille de La Rochefoucauld, qui était une famille qui avait basculé dans le protestantisme. Donc ils avaient un appui de taille, et cet appui de taille, eh bien, il va bien sûr jouer un grand rôle en faveur des troupes huguenotes, calvinistes, au XVIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, on remonte. Alors, on est parti du pont pour nos auditeurs et nos auditrices, et on remonte par le petit chemin au pied des murailles du château, qu'on va apercevoir bientôt. D'ailleurs, il y a une porte grise avec des pics qui est une des entrées du parc du château au bas du château. Et c'est une belle balade à faire pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, un jour où ils auront envie de venir passer un dimanche après-midi ou quand ils le veulent en tout cas. Et là, on est au pied de cette tour ronde avec sa petite tour qui sert pour l'escalier, je suppose, majestueuse. On a une impression de forteresse incroyable au pied des tours de ce château. C'est ça, donc là, le corps de logis remanié au XVe siècle, donc après la guerre de Cent Ans, avec les fenêtres à meneaux, qui éclairent donc ce mur sud du château. Après, les terrasses qui ont été remaniées après, là encore, cette guerre de Cent Ans. Et à l'arrière, on a deux tours. Alors, une tour avec ses machicoulis et sa poivrière, qui est la coiffe, qui correspond à l'actuelle bibliothèque, et l'autre tour à l'actuelle chapelle. Donc deux tours, on va dire, de l'époque dite moderne, mais ça remonte quand même à la fin du XVe siècle et remanié plus tard, XVIIe et même XIXe. Bien, nous continuons à arpenter en longeant le mur d'enceinte. Voilà, les anciennes douves du château. C'est peut-être l'occasion aussi de dire que ce lieu a reçu des personnages importants. Louis XIII s'y est arrêté, mais auparavant, en 1539, on a au mois de décembre le séjour de l'empereur Charles Quint, qui va venir ici, accueilli par Anne de Polignac, qui est la veuve d'un François de La Rochefoucauld, et qui tient justement dans cette époque où on cherche un peu les conciliations entre catholiques et protestants. On est au début, le conflit n'est pas encore exaspéré, mais plutôt larvé.
entre les deux confessions chrétiennes et elle cherche des terrains d'entente, des médiations. Et voilà, Charles Quint, en tout cas, est accueilli ici. Il va planter un arbre, le fameux if du château de Verteuil, planté par Charles Quint lors de sa venue du 6 décembre, je vérifie dans mon livre, oui, du 6 décembre 1539, c'est bien ça, avec Anne de Polignac, comtesse de La Rochefoucauld, et baronne de Verteuil, donc qui reçoit l'empereur. Voilà, c'est révélateur de cette effervescence autour du château, et notamment au siècle suivant avec François VI de La Rochefoucauld, qui va être l'auteur des Maximes. Oui, qui est le plus connu des La Rochefoucauld. Et oui, mais on oublie, on pense l'auteur des Maximes, La Rochefoucauld, donc qui résidait au château de La Rochefoucauld. Non, il résidait au château de Verteuil. Il a d'ailleurs une très belle statue à son effigie, à son honneur, dans les jardins du château. Et voilà, c'est son lieu phare. À ne pas oublier aussi que ce François VI de Rochefoucauld était un sacré frondeur contre le pouvoir royal. Et durant la jeunesse et même l'enfance de Louis XIV, il était hostile à Louis XIV. Et Louis XIV, lorsqu'il se marie avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, à Saint-Jean-de-Luz, et qu'il passe dans la région, fait détruire, en allant se marier, en passant, il fait détruire le château de François VI de Rochefoucauld pour le punir de son affiliation aux frondeurs contre le pouvoir royal et absolutiste qui commence à se développer en France. Nous sommes avant la période où, justement, comme un peu en retrait, il rédigera les Maximes. D'abord, c'est le frondeur, puni par le roi Louis XIV, et ensuite, c'est l'écrivain connu avec ses Maximes. Disons qu'il a changé de fronde. Il s'est permis d'être peut-être plus souple en apparence et de manier le verbe tel une fronde. Vous avez tout dit. Je suis content alors. Mais ça nous dit bien aussi que ça, vous me demandiez ce que je pensais, parce que je me promène beaucoup et je suis charentais évidemment. Depuis longtemps, on se balade en Charente et ce que je pouvais en penser, c'est que la Charente, elle a des trésors cachés, mais elle n'est pas aussi tranquille qu'il n'y paraît et qu'elle est souvent rebelle. Oui, on va dire sous des apparences très calmes, très paisibles, et je crois qu'il correspond à une certaine prudence charentaise, il y a au fond des aspirations et des revendications très fortes, très sincères, qui demandent qu'à s'exprimer, effectivement, parfois dans une rébellion devant des injustices ou des situations que l'on estime pas normales, qui ne vont pas et que l'on veut voir changer, voir évoluer. Et notamment lorsque j'ai fait certaines émissions sur le maquis en Charente, dans la région autour de Chasseneuil, Birakem, etc., on voit bien que ça a été un lieu extrêmement fort de la résistance aussi. Donc on voit bien qu'à travers toutes les époques, il y a des revendications d'une certaine liberté et d'une vie où on est certes bonnaise, mais on défend ce côté-là. Oui, on défend ce à quoi on croit, à certaines valeurs. Alors là, on vient d'arriver sur la place principale où se trouve la mairie, le parking, des petits magasins. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif, le caviste, etc. et d'autres magasins qui, comme vous le disiez, avec les Anglais, avec les touristes, et vous parliez de l'arbre qu'on pouvait apercevoir de Charles Quint autrefois, puisque dans le parc du château, Sixte de La Rochefoucauld avait avec son épouse permis qu'on y fasse de la fête des plantes, etc. Bon, là, ça vient d'être racheté. Je ne suis pas sûr que les portes s'ouvrent aussi facilement maintenant, mais en tout cas, on verra bien. Où est-ce que vous nous proposez d'aller maintenant, Père-Laurent-Morin ? Alors, peut-être une petite interruption pour aller sur l'île de Verteuil, sur la Charente, l'île des Cordeliers, et voir justement ce qu'il reste de ce grand et beau couvent des Cordeliers du XVe siècle. Allons-y. Ça y est, nous avons marché un petit peu et nous sommes devant une porte fermée, malheureusement, mais devant un monument historique. Je ne parle pas de vous, encore que Père Laurent-Morin, mais devant le couvent des Cordeliers. Et je vous laisse nous expliquer où nous nous trouvons. Alors, les Cordeliers, c'était les franciscains, l'ordre qui a été créé par saint François d'Assise au XIIIe siècle. Et ici, à Verteuil, il est fondé, alors non pas à Angoulême, comme c'est le cas où il a été fondé à la fin du XIIIe siècle, mais bien plus tard,
au milieu du XVe siècle, puisque c'est en 1471, donc lors de la reconstruction après les ravages de la guerre de Cent Ans, français-anglais, que l'on construit ici, du moins que la famille de la Rochefoucauld, propriétaire du château, seigneur donc de Verteuil, décide de donner cette île sur la Charente aux franciscains, aux cordeliers, pour construire, eh bien, ce couvent où vont résider entre 6 et 10 religieux. À noter donc que ce sera aussi le lieu de sépulture de la famille de la Rochefoucauld jusqu'en 1789. Et en 1789, au départ des frères cordeliers, des frères franciscains de ce lieu, eh bien, cela devient la maison de ville de Verteuil et du district. Et beaucoup d'actes, on va dire, révolutionnaires de la période 1790 jusqu'à 1800 sont rédigés suite à des assemblées, à des réunions qui ont lieu dans ce couvent, qui devient donc un lieu patriotique de la France républicaine de cette fin du XVIIIe siècle. Une transition qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, c'est devenu un monument historique, chambre d'hôtes, etc., je pense. Alors là, on est vraiment sur l'île, puisqu'on a passé un pont, donc un bras de la Charente, et on est sur le second pont après les Cordeliers, pour arriver là encore devant une écluse et un moulin en toile ardoise magnifique devant nous, et on aperçoit, si on avance, le jardin des Cordeliers. Voilà, et on va mieux les voir en faisant le tour par la petite rue suivante. Juste un mot sur ces gros moulins, enfin un moulin quand même assez conséquent. Verteuil était au XVIIe et surtout XVIIIe siècle un lieu artisanal important. Il y avait beaucoup d'artisans, il y avait des tisserands, il y avait des tanneurs, il y avait des sabotiers. Et justement, eh bien, ces grands bâtiments, ces grands moulins que l'on a là en face des Cordeliers, étaient un de ces lieux où l'activité artisanale, économique de Verteuil pouvait se développer. On a même les traces de l'élevage des vers à soie mis en place par la duchesse de la Rochefoucauld, qui était la duchesse d'Anville, comme on l'appelait, puisqu'il y avait une propriété également à Anville. Eh bien, la duchesse d'Anville, avant la Révolution, avait mis en place cet élevage des vers à soie pour pouvoir ensuite avoir les tissages, les tisserands dans cette ville, dans cette petite ville de Verteuil. Le bon Bix du Mûrier, c'est très drôle que vous me parliez de tout ça, parce que c'est exactement le même genre de commerce, la même famille, la même rue des Tanneurs, les mêmes vers à soie qu'à La Rochefoucauld, tout simplement, qui était d'ailleurs le château où on recevait d'apparat, avec cette cour renaissance italienne, sur des plans, dit-on, de Léonard de Vinci, paraît-il, mais peut-être. Et là, on revient sur Verteuil, et on est sur le côté de ce couvent des Cordeliers, qui est absolument magnifique. Façade est donc du bâtiment, avec le chœur, la grande verrière en gothique flamboyant du XVe siècle, avec des hauts toits à pignons aigus, et perpendiculairement, donc dans la suite de cette chapelle, eh bien, sur le sud de la chapelle, les bâtiments conventuels, avec là aussi des hautes toitures. Vous disiez qu'on se croirait parfois en Provence, on peut aussi se croire en Bourgogne, on peut se croire dans le Périgord, vu l'architecture ici utilisée. Ces hauts toits qui ont un petit côté bourguignon. Enfin, toujours est-il qu'on est à la fin du XVe siècle, l'architecture donc entre médiévale et Renaissance, très bien remis en valeur, très bien réaménagé dans les années 2000, avec un magnifique jardin qui s'inspire du jardin monastique. Donc on retrouve les cellules des franciscains. Au rez-de-chaussée, eh bien, on a la capitulaire, l'ancien réfectoire, etc. Et puis les jardins, bien sûr, sur la gauche, au sud, les jardins des religieux, aujourd'hui jardins de plaisance au bord de l'eau. Alors maintenant, on a vu le château, le couvent des Cordeliers, les îles, l'ambiance un peu du village, la place, et nous allons nous rendre à l'église, je crois. C'est ça, il y a encore de beaux trésors à découvrir dans l'église paroissiale Saint-Médard de Verteuil. On y va.
Alors, Père Morin, nous parlions de l'église. Nous y sommes. Nous sommes au pied du chœur. On voit qu'elle a été remaniée à certaines époques. Le chœur, lui, est sans doute de l'origine. Et en toile de fond, nous avons sur l'autre colline le magnifique château de La Rochefoucauld. Ils se font face ici. On oublie presque le village puisqu'on est sur 2 hauteurs et qu'on les a l'un et l'autre dans notre vue à l'heure actuelle. Alors dites-nous, à partir de votre livre, puisque vous avez beaucoup travaillé sur le pays ruffécois pour faire votre ouvrage, racontez-nous un peu cette église et ce que nous allons voir maintenant. Donc, nous sommes au pied du chœur, effectivement, de l'abside de cette église Saint-Médard, l'église paroissiale de Verteuil, qui a conservé sa partie romane du XIIe siècle, avec l'abside principale et les 2 absidioles latérales, nord et sud, du plan cruciforme, on va dire, de croix latine de l'ensemble du monument, du bâtiment. Le reste de l'édifice, donc la nef, a été remaniée et reconstruite essentiellement au XVIIe siècle, après, là encore, guerre de 100 ans et guerre de religion, qui ont donc, comme on l'a dit, marqué Verteuil, même si le patrimoine, même les petites maisons, les petites fermes, les petits moulins, sont encore fort charmants et montrent bien l'ancienneté du lieu. Tout a été remanié au fur et à mesure des siècles et des différents troubles qu'a pu connaître le village. C'est peu souvent qu'on a un vocable Saint-Médard en Charente. Ah si, je connais plusieurs Saint-Médard. Il y a Saint-Médard de Mornac, Saint-Médard de Ruel, et également du côté de... faut que je m'en souvienne maintenant... du côté de Cigogne, il y a aussi une église Saint-Médard. Il y en a quelques-uns. J'ai cru que vous alliez me dire du côté de la rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement de Paris, où il y a une très belle église Saint-Médard. Donc voilà, nous venons de rentrer dans l'église et nous nous dirigeons vers le chœur. Voilà, le chœur remanié à l'intérieur, bien sûr, qui sert bien pour quelques messes le samedi soir, de temps en temps. Nous sommes sur la paroisse aujourd'hui de Ruffec. Il y a le portrait aussi de Saint-Pierre-au-Maître, puisque nous sommes tout près d'Ézec, qui est le village natal de Saint-Pierre-au-Maître, saint bien connu des Charentais, qui vivait au XIXe siècle, donc dans cette région. Et qui a été évangélisé la Corée et qui a été décapité sur une plage en Corée. Et il y a beaucoup de liens aujourd'hui avec la Corée. Nos évêques y sont allés plusieurs fois, les Coréens viennent. Enfin, il y a un vrai lien maintenant avec la communauté chrétienne en Corée. Et là, maintenant, nous sommes derrière des grilles, car on ne peut pas approcher comme avant de très près la mise au tombeau. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une mise au tombeau et pourquoi ici, cette mise au tombeau, j'essaye d'ouvrir, mais c'est fermé, que nous avons devant nous. Voilà, eh bien, c'est le trésor de cette église et même un des trésors de Verteuil, puisque c'est une magnifique mise au tombeau. J'incite vraiment les visiteurs, lorsque vous serez sur place ou encore si vous avez la vidéo de cette émission, regardez la finesse des traits des visages, le mouvement aussi des drapés, des habits des personnages, les couleurs très pastel utilisées. Au centre, donc, bien sûr, le Christ mort, Jésus, qui est descendu de croix et déposé au sépulcre. Autour, les personnages bien connus d'après le récit des évangélistes. Nous avons à chaque extrémité, d'un côté Nicodème, de l'autre côté Joseph d'Arimathie. Et au fond, eh bien, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie, Mère du Christ, Sainte Marie-Salomé et Sainte Jeanne, qui sont donc, d'après les évangélistes, les femmes qui sont présentes au tombeau autour de Jésus. Alors, le drapé sculpté qui contient la dépouille du Christ est remarquable et comment dire, on voit bien le côté alangui du Christ. Ça me fait penser aussi un peu à la Pietà qu'a fait Michel-Ange à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, quand on rentre sur la droite, où il y a un drapé formidable et on a ce corps
endormi pratiquement, mais et dans les bras de la Vierge. Mais là, la Vierge, elle est penchée sur son fils et entourée des personnages. Alors, les personnages sont habillés dans des habits de quelle époque ? Eh bien, de l'époque de la Renaissance. Vous faisiez référence à la Renaissance romaine. Ici, nous sommes avec donc la Renaissance française du XVIe siècle. Donc, ce sont les habits. Alors, peut-être, on a essayé quand même de faire un effort en disant sous l'Antiquité, ça pouvait ressembler à quoi, mais on s'est quand même beaucoup inspiré des habits de la fin du XVe, début XVIe pour réaliser cette mise au tombeau. Alors, à cette époque-là, fin XVe, début XVIe, les mises au tombeau sont relativement fréquentes. En France, on a plusieurs, voire même, j'allais dire, beaucoup de mises au tombeau. On peut en voir dans plusieurs églises. Je pense à celle de Poitiers, à Notre-Dame-la-Grande, dans des cathédrales, etc. Lorsque l'on visite, on a souvent des mises au tombeau. Mais de cette qualité-là, j'avoue, enfin, je suis peut-être un peu chauvin, mais je crois quand même qu'on est à un summum de la qualité artistique de la Renaissance. Alors, de quand date-t-elle précisément ? La fourchette, à mon avis, est assez vaste. Elle peut être attribuée aux années 1520, à l'époque du début du règne de François Ier, où, rappelez-vous, son parrain n'est autre que François de La Rochefoucauld, qui peut être donc un personnage important, le parrain du roi de France, qui peut avoir commandité cette œuvre. On peut être aussi un peu après, à l'époque d'Anne de Polignac, la veuve donc de François de La Rochefoucauld, qui reçoit Charles Quint et qui peut aussi choisir, eh bien, à ce moment-là, d'avoir une œuvre d'art pour impressionner aussi l'empereur. On peut être encore plutôt vers la fin du XVIe siècle, lorsque la famille La Rochefoucauld revient dans le giron de l'Église catholique. Et à ce moment-là, il serait attribué à l'atelier artistique Pillon, qui se trouve à Paris et qui a produit d'autres œuvres à cette époque-là. Je serais plus réticent sur cette dernière période, fin XVIe. Pour moi, je pense qu'elle appartient plus au début du XVIe siècle. Alors, j'ai fait le lien à chaque fois avec les La Rochefoucauld, puisque cette mise au tombeau était, à l'origine, jusqu'au début du XXe siècle, dans la chapelle du château de Verteuil, donc qui était bien la possession des La Rochefoucauld. Elle n'était pas dans l'église paroissiale. Ce n'est que plus tard, dans une époque récente, où ils l'ont fait le don à la paroisse de Verteuil pour qu'on puisse la voir plus facilement. Eh bien, écoutez, c'est sur cette magnifique œuvre d'art, cette très belle mise au tombeau, que nous allons nous quitter pour cette émission sur Verteuil, autour de votre livre, Père Laurent Morin, dans cette émission en direct de chez vous, votre livre sur l'histoire du pays ruffécois, que je vous engage évidemment toutes et tous à vous procurer et aller aussi rencontrer le Père Morin, qui fera un plaisir de vous le dédicacer forcément dans les nombreuses librairies où il passe, entre autres. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En direct de chez vous.